عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله العظيم. Que dire du professeur Wahab? C'est une chirurgienne, voilà, c'est un chirurgien hors pair que j'ai eu à suivre pendant tout son cursus de résidana, d'assistana et de professorat. J'ai eu l'honneur d'être son directeur de thèse qui a porté justement sur le thème d'aujourd'hui, sur la maladie de Crohn. Lors de la soutenance, les membres du jury, et en particulier l'un d'eux, qui est le maître ou le prédécesseur de notre invité d'aujourd'hui, le professeur Sidi Idriss, à savoir le professeur Oulman, quand elle avait soutenu, il avait fait cette remarque qui était assez pertinente. Il a dit que c'était la première thèse de chirurgie générale, de DESM, de doctorat en sciences médicales, présentée par une femme au niveau de la faculté de médecine de Sétif. Et je crois qu'à ce titre, elle nécessite, et cela s'impose, des applaudissements. Néanmoins, je tiens à remercier nos invités de nous avoir fait l'honneur, l'équipe de Birtararia. Je tiens encore à remercier les organisateurs de cette journée. Donc, premièrement, je tiens à remercier les membres du comité d'organisation pour l'effort qu'ils ont fait pour l'organisation de cette journée. Et là, professeur Wahab. Je tiens aussi à remercier tous les participants qui ont accepté de participer dans cette journée. Donc moi je suis chef d'équipe dans ce laboratoire. Je fais la pharmacie et notre laboratoire est un laboratoire qui a été créé en 2014 sur le nom Laboratoire des maladies cardiovasculaires, génétiques et nutrition. Donc, à partir de 2018, on a reçu des matériels, le gros matériel pour le fonctionnement du laboratoire. Et à partir de 2018, on a commencé à travailler sur deux volets. Donc, le volet biomoléculaire, biomoile, et le deuxième volet, c'est l'analytique, donc tout ce qui est chimie analytique, dosage, ainsi de suite. Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos honorables invités, notamment ceux qui viennent d'autres facultés du pays. Il m'est agréable et c'est un honneur d'avoir parmi nous notre aîné, notre maître et notre doyen, le professeur Bahar. Je vais faire un petit historique, puisqu'il l'a fait avant moi, mais qui est plus succinct et un peu moins tranchant. Le professeur Bahar est notre aîné du moment que c'est le premier enseignant de la faculté de médecine de Sétif à avoir accédé au grade de rang magistral. Il a été doyen de la faculté de médecine de Sétif. Il a été chef de service de chirurgie générale du CHU de Sétif. Et à ce titre, je dois dire qu'il constitue toujours une autorité scientifique. Donc, c'est un honneur et un privilège de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Puisque l'honneur
m'a été fait de procéder à l'inauguration de cette journée, je déclare les travaux de cette dernière officiellement ouverts et je vous souhaite plein succès. Je vous remercie. Logique. Voici la localisation si on fait une comparaison. Donc il y a la maladie de Crohn qui peut toucher, on a dit, la totalité du tractus digestif de la bouche jusqu'à l'anus avec une atteinte discontinue. Mais elle est qualifiée comme transmurale, donc elle peut toucher les couches profondes. Diagnostic de maladie de Crohn. Donc la définition elle a été faite, je survole rapidement, vous connaissez tous. Le diagnostic, donc c'est un faisceau d'arguments cliniques et biologiques, morphologiques par le biais de l'endoscopie et de l'imagerie. Vous voyez ici finalement que l'imagerie n'est qu'un maillon d'une chaîne et qu'on peut finalement diagnostiquer la pathologie et dire que le patient a une maladie de Crohn que s'il y en a sur l'histologie des granulomes épithéliaux sans nécrose caséeuse. Donc vous voyez sur l'image, donc les protagonistes. L'incidence de la maladie de Crohn augmente rapidement, en particulier chez les enfants entre 10 ans et 19 ans. Et jusqu'à 25% de nouveaux cas de maladie de Crohn sont diagnostiqués pendant l'enfance ou l'adolescence. Vous voyez que ça représente un quart des diagnostics en période de l'enfance et de l'adolescence. Donc la prévalence, environ 50 à 100 cas pour 100 000 enfants. Et avec, chez l'enfant, on note une légère prédominance masculine. Il faut savoir que les MICI sont des maladies multifactorielles et que les patients atteints ont une prédisposition génétique de développer une réponse inflammatoire inappropriée contre les bactéries de l'intestin. Au centre de la physiopathe, on trouve une barrière intestinale altérée et un système immunitaire suractivé. Plusieurs facteurs contribuent à cette suractivation de ce système immunitaire. L'alimentation occupe la première place. Alors, la corticothérapie, on a tendance à mettre les patients sous corticoïdes pendant longtemps. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais opérer les patients sous corticoïdes. Pourquoi? Parce que l'imprégnation cortisonique est responsable de la charge et ça a été très bien démontré. Donc, ce qui est retenu actuellement, c'est qu'il faut diminuer les doses de corticothérapie, d'accord? Et ce qui est bien, c'est qu'opérer après arrêt au moins 3 semaines de corticothérapie, il faut arrêter au moins 3 semaines. Parfois, on a tendance à donner de la corticothérapie pendant longtemps. À ce moment-là, faites gaffe. Il ne faut jamais arrêter à fond parce qu'il y a le risque d'insuffisance surrénalienne aiguë. Donc, il faut une substitution indispensable en post-opératoire chez les malades qui ont bénéficié pendant longtemps d'une corticothérapie. Ça peut tuer le malade. Donc, l'insuffisance surrénalienne peut tuer en post-opératoire les patients. Donc, en endoscopie, donc, le gastro-entérologue doit classer le patient selon la localisation, comme on l'a vu tout à l'heure, bien sûr, avec l'aide de l'imagerie. Pourquoi? Parce que la coloscopie, ça n'explore que l'iléo, c'est une iléocoloscopie seulement. Mais dans la maladie de Crohn, on doit bien sûr évaluer l'état du grêle. Il y a presque 7 ou 9 mètres de longueur du grêle, donc on ne peut pas explorer en endoscopie, donc on doit se faire aider bien sûr par l'entéroscanner. Donc c'est quoi l'entéroscanner? On donne du patient du Fortran, donc il le prend et on fait le scanner. Donc comme ça on va bien visualiser tout le grêle bien distendu. Donc s'il y a une sténose ou quelque chose, une inflammation, ça va vite être visualisé en entéroscanner. Je dis bien que les recommandations de guidelines européennes recommandent l'anastomose latéro-latérale. C'est pour cette raison, un travail a été fait au sein de notre service afin de déterminer les bénéfices à court terme de l'anastomose termino-terminale manuelle par rapport aux anastomoses termino-latérales manuelles et latéro-latérales mécaniques. Donc, une étude rétrospective unicentrique allant du mois de mars 2022 jusqu'au mois de mars 2023. On a opéré les patients de plus de 16 ans qui ont présenté une maladie de Crohn ilio-sécale, chez qui on a réalisé des résections ilio-sécales, chez des patients qui ont avec une maladie de Crohn soit compliquée, c'est-à-dire avec des sténoses, des fistules ou bien des abcès, ou bien des malades bien réfractaires à un traitement bien conduit. Confondu, la maladie de Crohn
n'est pas exclu, puisque vous avez plus de entre 20 et 80% de patients souffrant de maladie de Crohn qui présenteront une malnutrition. Devant une malnutrition sévère, il a été clairement démontré qu'un support nutritionnel entraînait une diminution des complications de manière globale, mais également des complications anastomotiques. Je ne reviendrai pas dessus. Alors, on rattache souvent l'albumine à la malnutrition ou à la dénutrition. L'albumine qui est une protéine produite par le foie, qui a de multiples fonctions, mais voilà, l'albumine et la production d'albumine est altérée lorsqu'on a une maladie de Crohn. Elle est essentiellement le reflet, contrairement à ce qu'on croit, elle est essentiellement le reflet de l'inflammation. Pour accompagner la maladie intestinale qui évolue de plusieurs années. Donc les LAP seuls sont présents dans 5% des cas. Donc dans 60% des cas, ils suivent les lésions intestinales. Et surtout si la lésion est distante, elle est de 92% en cas d'atteinte rectale, 70% en cas d'atteinte colique, idiocolique, dans 20 à 30% des cas. Le tabac, deuxièmement le tabac. Donc bien que le mécanisme d'action du tabac reste mal connu, le risque, ou plutôt le tabagisme actif augmente le risque de récidive clinique et endoscopique ainsi que le risque d'une réintervention chirurgicale. De plus, les lésions observées au niveau de l'anastomose sont plus sévères. Donc le tabagisme augmente aussi le risque de fistule et d'abcès. Les facteurs liés à la maladie, on a la longueur de l'histoire clinique précédant l'intervention, qui n'a pas d'incidence significative sur le risque de récidive pour certains auteurs. Pour d'autres auteurs, la fréquence des récidives est inversement proportionnelle à la longueur de l'histoire clinique préopératoire. Pour le bilan à l'admission, donc on a le bilan biologique de sévérité qu'on a réalisé ultérieurement. On recherche systématiquement des germes pathogènes, donc surtout le Clostridium difficile et les CMV chez les immunodéprimés. Il faut toujours prévoir un bilan pré-thérapeutique anti-TNF, surtout le cotiférant qui prend beaucoup de temps ici en Algérie. On a très rarement le temps pour arriver à un traitement anti-TNF pour les colites graves, un scanner abdominal pour guetter des complications et une rectosigmoïdoscopie prudente sans préparation et insufflation minimale avec réalisation de biopsie. Donc pour l'endoscopie, donc il faut toujours insuffler au minimum. Quand on retrouve des lésions graves, donc comme ici des ulcérations creusantes avec mise à nu de la musculeuse ou bien des ulcérations en puits, là on doit s'arrêter et se contenter d'un traitement médical ou chirurgical. Un scanner donc, qui peut être utile donc, à guetter des complications, des perforations ou bien des ulcérations creusantes ou mégacolon caustiques. Donc, si on doit résumer, il y a des cancers qui sont dus à la maladie elle-même, donc à l'état inflammatoire, qui sont représentés par les cancers digestifs, liés à l'inflammation, donc cités précédemment. Et il y a des cancers qui sont dus au traitement, donc les immunosuppresseurs, qui sont essentiellement des hémopathies malignes, voire des cancers cutanés. Donc il y a des facteurs de risque de développement de ces cancers et il faut les connaître pour les éviter, les prévenir et les surveiller surtout, guetter leur apparition. Donc les MICI sont confirmés comme étant un facteur important de développement de cancer colorectal. Donc environ 1 à 2% seulement de cancers colorectaux sont liés à l'évolution du MICI. Et contrairement au cancer occasionnel, il survient chez les sujets jeunes. Pour les patients avec idiostomie, il y a le risque de déshydratation. Le groupe de travail, bien sûr, des sociétés savantes, recommande de réaliser des bilans biologiques avec dosage de la créatinémie, un bilan de retentissement hydroélectrolytique à un rythme bi-hebdomadaire, jusqu'à normalisation du bilan biologique. Et avec un débit stomial inférieur à 1 litre sur 24 heures. C'est toujours validé par les accords d'experts. Aucun régime alimentaire spécifique, systématique après convection de stomie, une hydratation orale à base d'isoliti hypo ou hypertonique. Hypo, thé, café, jus de fruits. Donc limitée. Cette hydratation d'isoliti hypo, elle est limitée de 500 ml à 1 litre. Associée à une hydratation, surtout le grade B, le niveau de preuve, associée à une hydratation riche en sodium.
Pour la prévention chirurgicale, j'ai pris les recommandations, les dernières recommandations. Je ne suis pas chirurgien, mais j'ai pris les recommandations concernant bien sûr la prévention chirurgicale. Le chirurgien a un rôle important dans la prévention de la chronisation de la douleur, parce que c'est lui le mécanisme initiateur. D'accord. Le choix de la technique, de la voie d'abord ainsi que sa dextérité auront des répercussions directes sur la limitation des lésions nerveuses. D'accord. Il faut essayer de limiter au maximum d'agresser notre système périphérique et les intrusions tissulaires. Il apparaît clairement que l'incidence de la douleur chronique et de membres fantômes, parce que c'est très fréquent après les amputations, est moins élevée dans les structures les plus expérimentées. Donc l'expérience du chirurgien joue un rôle important dans ce domaine. Merci. Pas de questions. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été patient jusqu'à présent et je remercie encore le professeur Wahab pour sa disponibilité et pour l'organisation de ces journées. Excellent.